Le soir du 14 juillet, ma femme a juré aux enfants qu'elle partait acheter des feux d'artifice pour la surprise. Sauf que notre plus jeune est tombé sur elle, devant le centre commercial, dans les bras d'un homme qu'aucun de nous ne connaissait. C'est ce détail précis qui a tout fait basculer. Si vous avez déjà senti qu'on vous cache quelque chose derrière un prétexte banal, abonnez-vous. Likez si cette phrase vous parle, ne te fais pas de film, c'est juste pour le plaisir des enfants. Je vais être honnête, jusqu'à il y a quelques semaines, ma vie ressemblait à n'importe quelle autre dans ce quartier. Je me levais tous les matins à la même heure, réveil programmé à 6h30, pour préparer le petit déjeuner pendant que ma femme s'occupait de réveiller les enfants. 2 enfants, 8 et 11 ans, chacun déjà avec son caractère bien trempé, mais on avait trouvé un équilibre. Je m'occupais des courses et du bricolage, elle gérait tout ce qui concernait l'école, les rendez-vous, les papiers. On se croisait dans le couloir, on échangeait 2 bises, le café était prêt, les tartines alignées. J'aurais pu croire que tout roulait vraiment. On avait cette routine qui rassure et qui endort. Cette année, comme toujours, on préparait la fête de quartier. Ça faisait partie de nos traditions, ces trucs qui donnent l'impression de maîtriser le temps qui passe. Je gérais le barbecue collectif, elle s'occupait du stand de gâteaux, les enfants décoraient les tables avec des guirlandes en papier. La répartition était claire, chacun savait ce qu'il avait à faire. Franchement, je me sentais utile, intégrée presque à ma place. Il y avait aussi ce voisin, celui du fond du lotissement. Discret, pas du genre à s'imposer, mais toujours là quand il y avait besoin d'un coup de main. Passionné de photos, il proposait souvent de couvrir les événements du quartier, pour garder des souvenirs, qu'il disait. On l'avait intégré à notre petit groupe d'organisation, sans trop se poser de questions. J'ai parfois eu l'impression qu'il en faisait un peu trop, mais je ne suis pas du genre à voir le mal partout. En tout cas pas à l'époque. Et puis il y avait cette boîte de feux d'artifice, achetée chaque année par ma femme. Toujours la même marque, le même modèle, soigneusement rangé dans le placard du garage jusqu'au jour J. C'était devenu un symbole, presque un rituel. Le soir de la fête, on allumait les fusées tous ensemble, les enfants avaient les yeux pleins d'étoiles, je prenais la main de ma femme, on se disait qu'on avait eu raison de rester dans ce quartier. Mais cette année, je ne peux pas m'empêcher de regarder cette boîte autrement. Elle est restée là dans le garage, et tout ce qu'elle représente a basculé. Aujourd'hui, rien n'est plus pareil. Le salon était encombré comme d'habitude, avec les jouets des enfants sous la table et quelques miettes de biscuits coincés dans le tapis. On était tous là, un dimanche de début juin, le genre de journée qui n'a aucune raison de rester gravée dans la mémoire. Pourtant aujourd'hui, je m'en souviens dans les moindres détails. Ma femme rangeait distraitement quelques papiers sur le buffet, l'air pressé. Les enfants, eux, étaient excités à l'idée du feu d'artifice du village, ils parlaient déjà du spectacle, des couleurs, de la fumée. Je me suis surpris à sourire en les écoutant, mais en même temps, il y avait ce fond de lassitude, une routine trop bien huilée. Ma femme a posé ses clés sur la commode, juste à côté de la boîte d'allumettes, l'objet qui allait finir par tout relier dans ma tête. Elle a annoncé qu'elle partait acheter les feux d'artifice, une tradition, soi-disant, chaque année c'était elle qui s'en occupait. J'ai tiqué, je ne sais pas pourquoi, juste une microseconde où j'ai voulu lui proposer d'y aller à sa place. Mais elle a coupé court, elle a pris son sac, a attrapé les clés, et l'un des petits a sauté sur ses pieds, « Je viens avec toi ». Elle a souri, ce sourire que je connais par cœur, celui qu'elle sort quand elle veut faire passer quelque chose, et elle a dit doucement, « Non chérie, pas cette fois ». Je l'ai senti tendue, comme si cette phrase lui coûtait. D'habitude, elle laissait toujours au moins l'un des enfants venir, pour choisir les plus gros pétards, comme elle disait. Là, elle insistait, « Je vais plus vite toute seule, je reviens vite, promis ». Sa voix a légèrement tremblé, ou alors c'est moi qui ai entendu ce que je voulais entendre. Mais j'ai vu son regard chercher le mien, comme pour vérifier si je posais des questions. Il y a eu un silence pas long, mais assez pour que je sente un truc bizarre, un décalage. J'ai regardé la boîte d'allumettes sur la commode, le geste machinal de ses doigts qu'il a tripoté sans la prendre. Je n'ai rien dit, j'ai juste observé. Les enfants se sont remis à jouer, déçus mais vite consolés par un dessin animé lancé en renfort. Ma femme a enfilé sa veste trop vite, en laissant son foulard tomber au sol. J'ai ramassé le foulard, je lui ai tendu. Elle a murmuré merci sans me regarder, et elle est sortie. Aussitôt la porte refermée, le salon m'a semblé plus grand, presque froid.
Je suis restée debout quelques secondes, à fixer la boîte d'allumettes, puis je l'ai rangée dans le tiroir du buffet, sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être déjà l'intuition que tout n'était pas si simple. Un flash m'est revenu, un souvenir d'il y a quelques semaines, un samedi matin où elle avait reçu un message et était sortie précipitamment acheter du pain. Ce jour-là, je n'y avais vu que de la distraction. Aujourd'hui, ça me grattait, comme une pièce du puzzle qui ne veut pas s'emboîter. Je suis allée à la fenêtre, j'ai regardé la voiture démarrer. Elle a pris la nationale, direction le centre-ville, comme d'habitude. Rien d'anormal. Mais cette fois, j'ai noté l'heure sur mon portable, machinalement. 15h47. Un réflexe idiot ou pas. Les enfants ont ri derrière moi, l'un d'eux a lancé des coussins, j'ai fait semblant de râler. En vrai, j'écoutais le silence qui s'installait. J'ai allumé la télévision pour faire diversion, le son trop fort, histoire de noyer ce malaise qui montait doucement. Je me suis assis, j'ai regardé le portable encore une fois. 15h48. C'était ridicule de surveiller, mais je ne pouvais pas faire autrement. Un détail m'échappait, je le sentais. Je me suis souvenu d'une phrase de ma collègue à la pause café, la semaine d'avant, on sait toujours, au fond, quand quelque chose ne tourne pas rond. Je n'avais pas compris sur le moment, je trouvais ça trop dramatique. Là dans le salon, à compter les minutes, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Ce n'est pas le mensonge qui fait mal, c'est la petite fissure, le premier doute qui s'installe. J'ai regardé le tiroir, où j'avais rangé la boîte d'allumettes. C'était idiot, mais à partir de ce moment-là, chaque détail allait compter. Je me souviens très bien de cette matinée-là, parce que rien ne laissait présager ce qui allait suivre. J'étais dans la cuisine, encore à moitié dans le brouillard du réveil, en train de vider le lave-vaisselle. L'odeur du café, la lumière grise qui passait par la fenêtre, rien d'inhabituel. L'aîné est entré, son sac de classe à la main, l'air un peu excité et un peu nerveux. J'ai senti tout de suite qu'il voulait me montrer quelque chose. Il a posé son téléphone sur la table, a hésité, puis m'a regardé, comme s'il avait peur de se faire gronder pour une bêtise imaginaire. Je me suis approchée, en m'essuyant les mains sur un torchon. Il a lancé la vidéo sans rien dire. L'écran tremblait un peu, la caméra avait suivi la route depuis la fenêtre d'un bus scolaire, et il y avait ce bruit de gamins qui criaient derrière. Puis soudain, l'image s'arrête sur le parking du centre commercial. On voit de loin une silhouette de femme, manteau beige, cheveux relevés. Je reconnais le manteau de ma femme direct, même de dos. À côté d'elle, un homme un peu plus grand, veste sombre. Et là, il se rapproche, elle pose la main sur son bras, il la serre contre lui, un geste rapide, pas un simple salut. Un câlin. Pas un truc anodin. L'enfant me regarde, il chuchote, j'ai filmé parce que je trouvais ça bizarre, maman elle a jamais fait ça avec un monsieur devant moi. Il n'a pas l'air de tout comprendre, mais il sait que ce n'est pas normal. Je prends le téléphone, je rembobine la vidéo, je regarde plusieurs fois. Je m'attarde sur chaque détail, le moment où elle sourit, la façon dont elle s'appuie sur lui, comme si elle oubliait qu'elle pouvait être vue. Je sens une tension monter dans ma gorge. Ce n'est plus une impression, ce n'est plus juste une fatigue ou un stress du couple. C'est là devant moi, pixels flous mais gestes clairs. Je demande à l'enfant s'il a montré la vidéo à quelqu'un d'autre. Il secoue la tête, il veut juste comprendre lui aussi. Il me demande « Papa, pourquoi maman elle fait ça ?» Je n'ai pas de réponse à lui donner, pas tout de suite. Je me contente de lui dire de ne rien dire à sa sœur, que c'est sûrement une erreur, que je vais demander à maman. Je sauvegarde la vidéo sur mon propre téléphone, discrètement. Premier réflexe, premier geste concret, garder une trace, ne pas se retrouver sans preuve si jamais. Je me dis que c'est peut-être une coïncidence, que cet homme, c'est un collègue, un ami de longue date. Mais au fond, je sens que non. Je connais assez ma femme pour savoir qu'elle n'est pas tactile comme ça, surtout en public. Je repense à tous ces petits signes que j'ai ignorés ces derniers temps, les messages tardifs, les rendez-vous imprévus, les changements d'humeur. Je me souviens d'une conversation, il y a quelques semaines, où elle m'avait dit qu'elle avait croisé une vieille connaissance au centre commercial. Je n'avais pas tilté, j'avais juste hoché la tête, sans poser de questions. L'enfant, lui, attend une réaction de ma part. Je le rassure, je lui promets qu'il n'a rien fait de mal. Je lui propose de finir son petit déjeuner, de se préparer pour l'école, comme si tout était normal. Mais ma tête tourne déjà à toute vitesse. Je sais que je dois garder mon calme, surtout devant les enfants.
je note mentalement l'heure de la vidéo, l'endroit exact, je me dis qu'il faudra vérifier l'agenda de ma femme, voir si elle a parlé de ce déplacement. Je range le téléphone dans ma poche, je caresse la tête de l'enfant. Il sourit un peu soulagé, mais je vois bien qu'il n'est pas dupe. Je prends le temps de lui dire que parfois, les adultes sont des amis, qu'on ne comprend pas toujours tout, mais que je vais m'occuper de ça. Il hoche la tête, finit son chocolat chaud sans un mot. Quand il quitte la cuisine, je reste quelques secondes immobile. La vidéo tourne encore dans ma tête, j'entends le rire d'un des enfants du bus en fond, comme un écho bizarre à la scène qui vient de se jouer sur cet écran minuscule. À ce moment-là, le doute, ce n'est plus une ombre, c'est une certitude qui commence à prendre toute la place. Le mensonge n'est plus une théorie, il a un visage, un manteau beige, un parking sous la pluie. Je ne sais pas encore comment, mais je sais déjà que je ne vais pas laisser passer ça. Une fois la porte de la chambre refermée derrière moi, j'ai verrouillé sans même y penser. Je suis resté debout, dos posé contre le battant, à respirer comme si j'avais couru un marathon. Mon cœur cognait dans mes tempes, plus fort encore que la première fois où j'avais découvert ces messages équivoques, il y a des mois. Cette fois c'était autre chose. J'avais la vidéo, le portable dans la main, l'écran qui me brûlait presque la paume. Je savais ce que j'allais voir. Je l'avais déjà vu, vite fait en mode panique, mais là, je voulais comprendre. Je voulais voir ce que j'avais vraiment sous les yeux. J'ai avancé jusqu'au lit, je me suis assis au bord, le téléphone posé sur la couette. J'ai ouvert la vidéo, j'ai mis sur pause, réglé la luminosité à fond. 5 minutes 23, filmé par la caméra du portail. D'abord rien d'inhabituel. La rue Slae, notre boîte aux lettres un peu de travers. Le genre d'image qu'on oublie aussitôt, sauf si on sait ce qu'on cherche. Puis la voiture de ma femme qui se gare, pile devant la maison, à sa place habituelle. Elle sort sac à main au coude, manteau bleu. Sur la vidéo, elle a ce sourire qui me fait mal, parce qu'il sonne faux quand on le regarde en sachant. Elle ne regarde pas vers la caméra, évidemment, elle ne sait même pas qu'elle est là, c'est moi qui l'ai installée pour surveiller les livraisons après le vol des vélos. Un détail me frappe, elle ne prend pas tout de suite ses affaires, elle reste là à attendre. Un bruit dans le fond de la rue. La voiture de l'homme arrive, je la reconnais tout de suite. Une berline grise, pas très récente, une marque allemande. Je sais qu'il en avait une, je l'ai déjà vue sur le parking du cabinet. Sur la vidéo, elle s'arrête à 3 maisons de chez nous, juste assez près pour ne pas attirer l'attention, mais assez loin pour croire qu'on ne les verrait pas ensemble. Il sort, lui aussi avec un manteau sombre, une dégaine normale. Rien d'extraordinaire, sauf qu'il regarde autour de lui comme un voleur. Il traverse la route, rejoint ma femme, et là, ça ne dure même pas 10 secondes, ils se prennent dans les bras, elle rit, il la serre fort, puis ils s'embrassent. Pas un baiser rapide. Un vrai baiser, long, appuyé, comme je n'en ai pas reçu depuis, je ne compte même plus. Je sens la colère monter, mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est cette honte qui m'étouffe, ce sentiment d'être le dernier au courant, d'être le type ridicule, celui dont on se moque sans même prendre la peine de cacher les choses. Je regarde la scène encore et encore, je fais glisser le curseur pour comprendre s'ils se disent quelque chose, s'ils échangent un regard complice, un signe que tout ça n'est qu'un jeu pour eux. Au bout d'un moment, je m'oblige à me calmer. Je respire profondément, je me concentre sur la voiture. Sur la plaque surtout. Elle n'est pas entièrement lisible, il manque 2 chiffres, mais il y a les 2 premières lettres et le département. Ça suffit pour faire un rapprochement avec ce que je sais du gars. J'ai un début de preuve. L'alibi je rentre tard du travail ne tient plus. Je décide là de ne rien dire. Pas maintenant. Ce serait trop simple, trop impulsif. Je me connais, si je parle, je crie, je casse tout, je perds la main. Ce qu'il me faut, c'est des preuves. Des vraies. Qu'on ne puisse pas retourner contre moi. Je recule la vidéo, je mets sur pause pile au moment du baiser. J'agrandis l'image, je prends une capture d'écran. La lumière est mauvaise, mais on reconnaît la silhouette de ma femme, la position des bras, la main de l'homme sur sa nuque. Je sauvegarde la capture sur le cloud, j'efface l'historique de visionnage sur le téléphone, je vérifie que tout est bien crypté. Je note mentalement l'heure, la date, le contexte. Je me dis que ce sera utile, quitte à passer pour parano. En refermant la vidéo, le téléphone tremble dans ma main. Je me lève, je range tout, je me regarde dans le miroir de la salle de bain attenante. J'ai l'air fatigué, les yeux rougis,
mais je sens déjà que quelque chose a changé. Je ne suis plus seulement le spectateur. À partir de là, je prends les commandes, même si c'est à bas bruit, même si ça veut dire faire semblant. Je ne dis rien. Je note, j'observe, je garde tout. La suite, je la prépare sans un mot. Je descendais les escaliers, le sac de course encore à la main, pas vraiment pressé de retourner dans l'appartement. L'air frais de la cage d'escalier me réveillait un peu. J'avais la tête ailleurs, les images de la veille qui tournaient en boucle. Juste avant de pousser la porte vitrée de l'entrée, j'ai croisé le voisin du deuxième, celui qui ne dit jamais plus de 2 mots d'affilée, toujours avec ses écouteurs et son air de ne pas vouloir déranger. Là, il m'a lancé un petit signe de tête, genre salut poli, mais au lieu de filer, il a hésité. Il s'est arrêté regard en coin et a trifouillé nerveusement sa clé. Il m'a glissé, presque comme si ça le gênait. Au fait, votre femme, je l'ai vue hier, elle est passée en coup de vent, avec quelqu'un, un gars, je crois. J'ai cru que c'était un collègue à elle, ils avaient l'air de se dépêcher, je me suis arrêté net. J'ai eu un moment de flottement, le cerveau qui triture chaque mot. Déjà le coup de vent s'accolait. Ensuite, avec quelqu'un, pas la première fois que j'entendais ce genre de remarques, mais là, il y avait le détail, la précipitation, le fait que le voisin le précise. Je me suis forcée à sourire, à jouer la carte du mari détendu. Ah oui, elle m'a pas parlé de ça, tiens. Vous l'avez vu à quelle heure? Il a réfléchi, pas très sûr de lui. Fin d'après-midi, un peu avant 18h je dirais. Juste avant la pluie. Il rigolait pas, il traçait, j'ai hoché la tête, l'air de rien. Mais à l'intérieur, je sentais la tension monter d'un cran. J'ai repensé à la sous-intrigue, à cette histoire de colis qu'on se faisait piquer dans l'immeuble depuis quelques semaines. C'est là que j'ai eu l'idée. Je me suis rapprochée du voisin, baissant un peu la voix. Vous savez, avec les histoires de colis volés, j'aimerais bien jeter un œil aux images de la caméra de l'entrée. Juste pour vérifier un truc. Vous savez comment on fait? Il m'a regardé surpris, puis il a souri complice. Oui, c'est moi qui ai accès, en fait. La régie m'a filé le code quand il y a eu les problèmes. Je peux vous montrer ça si vous voulez, et là, je me suis dit que la chance tournait peut-être. Il m'a entraîné dans le petit local technique, à côté des boîtes aux lettres. Il a pianoté le code sur le boîtier, l'écran s'est allumé. On voyait le rôle, la porte vitrée, la rue derrière. Il a remonté la timeline à la date de la veille. On avançait minute par minute. Au bout de 5 minutes, je l'ai vu, ma femme, manteau beige, sac à main bleu, et ce type grand manteau noir, visage un peu flouté par la caméra mais silhouette reconnaissable. Ils ne se tenaient pas la main, mais ils étaient proches, pressés. On les voyait entrer, puis ressortir à peine 2 minutes plus tard, comme si l'un d'eux voulait juste récupérer quelque chose. Le voisin a froncé les sourcils. C'est lui, j'ai haussé les épaules, jouant encore l'indifférence. Je ne sais pas. Peut-être un collègue, comme vous dites, mais je sentais bien qu'il comprenait qu'il y avait autre chose. Il n'a rien dit, mais son regard a changé. Il n'était plus juste le voisin discret, il était devenu témoin de quelque chose qui ne le regardait pas, mais qui soudain l'impliquait. Je lui ai demandé s'il pouvait me transférer la séquence. Il a hésité, puis a branché une clé USB. Je vous la mets, mais c'est juste pour les colis, j'ai souri un peu plus crispé. Évidemment. Merci, je me suis retrouvée dehors, la clé USB dans la poche, le cœur battant. La sous-intrigue des colis venait de m'ouvrir une porte. La caméra, l'objet qu'on regardait tous sans vraiment le voir, devenait tout à coup central. Sur le chemin du retour, je me suis rappelé d'une phrase de ma femme, lâchée 2 semaines avant. Tu sais, avec toutes ces caméras, on a perdu toute intimité, même dans l'immeuble. Je n'y avais pas prêté attention. Là, elle prenait tout son sens. Les images, ce n'était plus une histoire de colis. C'était le début d'une preuve, ou au moins d'une faille dans son alibi. Pour la première fois, le hasard avait décidé de jouer de mon côté. J'étais rentrée plus tôt du boulot ce jour-là, sous prétexte d'un mal de tête. En vrai, j'avais juste besoin d'être seule, de réfléchir un peu au calme, loin de l'agitation de la maison et des regards qui te pèsent. J'ai fermé la porte du bureau derrière moi, laissé mon portable sur silencieux, et je me suis assis devant le vieil ordinateur portable qu'on partage, ma femme et moi. Il y avait toujours cette tasse de café froide, posée à côté du clavier, le genre d'habitude qui me rappelait nos samedis matins tranquilles, avant que tout devienne flou. Je me suis connectée sur le site de la banque. On avait un compte commun pour les grosses dépenses, les courses et les factures.
Jusqu'ici, je n'y avais jamais vraiment fait attention. J'avais toujours fait confiance, naïvement peut-être. Mais là, je ne pouvais plus me permettre ce genre de luxe. J'ai tapé le code, consulté les derniers mouvements. J'ai fait défiler la liste, la souris glissant lentement, presque machinalement, jusqu'à ce qu'un détail m'arrête net. Il y avait un paiement, modeste, 18,50 €. Café du centre, la veille au soir, à 19h43. La même heure que sur la vidéo de la caméra de surveillance, celle où on voyait ma femme, son cabas reconnaissable, sortir du centre commercial. Je me suis figée. Ça voulait dire qu'elle n'était pas juste passée acheter quelque chose, comme elle l'avait dit. Elle s'était installée, avait pris le temps, peut-être seule, peut-être pas. J'ai cliqué sur le détail de l'opération. Le logo du café s'affichait avec l'adresse. Rien d'autre, mais c'était suffisant, la date, l'heure, le lieu. Le hasard n'existe pas. J'ai pris une capture d'écran, sauvegardée dans un dossier discret, que je venais à peine de créer, il y a 3 jours à peine, quand toute cette histoire avait commencé à sentir mauvais. Je me suis surpris à sourire, nerveux devant l'écran. Je n'étais pas fou. Il y avait bien des choses qui ne collaient pas. Je me suis souvenu d'un truc, en voyant le nom du café. Un flash comme une gifle. 2 semaines plus tôt, la sœur de ma femme avait parlé de ce café, en passant lors d'un dîner. Ils font les meilleurs chocolats viennois, elle avait dit en rigolant, en lançant un regard à ma femme, qui avait rougi. À l'époque, j'avais trouvé ça mignon. Ce soir-là, ma femme était rentrée tard déjà. Elle avait dit qu'elle avait pris un verre avec une collègue après le travail, rien d'extraordinaire. Mais là, je commençais à faire le lien. Je me suis fait la réflexion que c'était peut-être une habitude, ce café, pas un hasard du tout. J'ai imprimé le reçu de la banque, discrètement, en espérant que l'imprimante ne fasse pas ce bruit atroce qui la trahit à chaque fois. Le papier est sorti, chaud, l'encre à peine sèche. Je l'ai glissé dans une pochette, avec la capture d'écran de la vidéo, le mail avec l'heure à laquelle elle disait être rentrée. Je ne savais pas encore jusqu'où ça irait, mais je voulais tout garder. Je voulais comprendre, et surtout, ne pas me retrouver démunie si ça dérapait. En rangeant le papier, j'ai touché machinalement ma vieille montre, celle que mon père m'avait donnée, objet récurrent dans toute cette histoire. À chaque fois que je la porte, je me rappelle les phrases qu'il me disait, « Observe, ne juge pas trop vite. » Mais quand tu as un doute, vérifie, je me suis dit que c'était ce que je faisais là. Observer, vérifier, sans rien dire, pas encore. Je me suis levée, j'ai ouvert la fenêtre pour respirer un peu. Le bureau donnait sur la rue, on voyait le va-et-vient des voisins, la vie banale et rassurante des autres. D'ici tout semblait normal, simple. Mais dans ma tête ça tournait. Je savais que le paiement au café, à cette heure précise, c'était une pièce de plus dans le puzzle. Il fallait continuer, rassembler, ne pas lâcher. J'avais la preuve du paiement. Ce n'était pas rien. C'était concret, indiscutable, froid, comme les chiffres sur l'écran. J'ai refermé l'ordinateur, remis la tasse de café à sa place, comme si rien n'avait bougé. Mais à l'intérieur, je savais qu'une étape venait d'être franchie. Je n'étais plus seulement celui qui subit. Je commençais à prendre la main, doucement sans bruit. Le parking du centre commercial, c'est un endroit où personne ne s'attend à croiser quelqu'un qu'il connaît vraiment. Moi non plus au départ, je ne cherchais rien de précis. J'étais venue acheter quelques trucs pour la maison, histoire de faire comme si tout roulait encore. Mais en sortant du magasin, sac à la main, je tombe sur la collègue de ma femme. Elle me reconnaît tout de suite. Elle me salue, un peu surprise, sourit trop vite, l'air de ne pas savoir si elle doit s'arrêter ou continuer son chemin. Je prends les devants, je l'aborde sur un ton léger, presque complice. On parle de la fête à venir, celle que j'essaie d'organiser pour l'anniversaire de ma femme. Je lui demande si elle a des idées, si elle compte y venir, ce genre de banalité. Mais je la regarde bien, je guette ses réactions. Elle est nerveuse, ses yeux filent partout sauf vers moi. Elle bredouille sur la date, sur le groupe WhatsApp du bureau où tout le monde doit donner ses dispos. Je fais semblant de m'intéresser, tout en notant mentalement chaque hésitation. Puis, comme si de rien n'était, je glisse une question. Au fait, la semaine dernière, elle m'a dit qu'elle avait dû gérer un truc urgent au bureau, c'était compliqué. Vous avez réussi à finir le dossier ensemble? La collègue, elle marque un temps d'arrêt. Elle cherche ses mots, regarde ses chaussures, puis hausse les épaules, comme quelqu'un qui ne veut pas se mouiller. Oui, enfin, elle n'était pas là tout le temps, tu sais. Elle a dû s'absenter plus longtemps que prévu.
On a fait ce qu'on a pu, mais bon, ça a pris du retard. C'est dit comme ça, en passant, mais pour moi, c'est un coup de massue. Parce que la version de ma femme, c'était qu'elle avait enchaîné les réunions toute la journée, rentrée tard, lessivée. Sauf que là, la collègue vient de balancer, sans le vouloir, que l'absence ne datait pas d'hier et que personne n'a vraiment couvert pour elle. Je retiens ma réaction, je souris comme si de rien n'était, je remercie la collègue pour son aide, on se quitte sur un clin d'œil un peu forcé. En remontant dans la voiture, j'ouvre le coffre pour y déposer les sacs, mais je m'appuie contre la carrosserie un instant. Je sens que quelque chose vient de basculer. Ce n'est pas juste un mensonge ponctuel, c'est une habitude, un schéma. Le genre de truc qu'on ne construit pas du jour au lendemain. Je repense à toutes les fois où elle m'a parlé de soirées de boulot imprévues, à ses textos envoyés depuis la salle de réunion, alors qu'en fait elle était peut-être ailleurs, avec qui, je n'en sais rien encore. Je sors mon téléphone, je regarde les messages récents de ma femme. Les horaires ne collent pas. Je fais défiler les échanges avec elle, puis avec la collègue, histoire de voir si elle m'a déjà parlé de ce fameux dossier. Rien. Juste des banalités. Mais ce qui m'arrête, c'est un vieux message, vieux de 15 jours, où ma femme me disait qu'elle rentrerait tôt pour une fois. Ce soir-là, elle était rentrée tard, et elle avait eu une excuse toute prête, le chef voulait qu'on revoie tout le planning. Maintenant, avec ce que la collègue vient de me dire, je comprends que ce soir-là aussi, elle n'était pas au bureau. Je me rappelle d'un flash, une image qui me revient, la boîte de chocolat sur la table de la cuisine, celle qu'elle avait ramenée de la pot à la machine. Je revois l'emballage, un nom de pâtisserie du centre-ville, pas du tout à côté du bureau. Sur le coup, j'avais trouvé ça mignon. Maintenant, je me dis que c'était peut-être un cadeau d'ailleurs, d'un autre rendez-vous. Je note tout ça sur mon téléphone, dans mon appli de notes. J'y mets la date, la mention de la collègue, la boîte de chocolat. Je commence à relier les points. Je me dis que c'est peut-être la première fois que je vois aussi clairement que je ne suis pas fou, que ce n'est pas moi qui invente. Le mensonge n'est pas accidentel, il est structuré. Je m'attarde une minute de plus dans ma voiture, le cœur au ralenti. Je sais que la suite ne va pas me plaire, mais je veux la vérité, toute la vérité, même si elle fait mal. Je suis entrée chez le voisin avec cette drôle de sensation dans la poitrine, un mélange de honte et d'excitation bizarre. Lui, il avait ce sourire un peu gêné, comme s'il savait qu'on franchissait une ligne, mais qu'il ne pouvait pas vraiment dire non. Il m'a fait signe de m'asseoir, à côté de lui, sur son canapé en cuir qui grince à chaque mouvement. La télé était allumée, mais le son coupé. Sur la table basse, il avait déjà posé son ordinateur portable et un disque dur externe branché avec ce câble bleu qui pendait. Il n'a pas parlé tout de suite. Il a juste ouvert le dossier, cliqué sur une date, puis sur une heure précise, et la vidéo s'est lancée sans un mot. C'était l'entrée de notre immeuble, filmée par sa petite caméra de sécurité, celle qu'il avait installée après s'être fait cambrioler l'été dernier. J'ai vu la porte s'ouvrir, à 23h12 exactement, l'horodatage s'affichait en bas de l'écran bien net. Ma femme! Je l'ai reconnue à sa façon de marcher, le manteau beige, la main sur la hanche. Derrière elle, un homme, visage dans l'ombre de la capuche, mais ce qui m'a frappé tout de suite, c'est le sac qu'il portait. Un sac à dos gris, avec une bande orange sur le côté. Je l'avais déjà vu. C'était le même sac que sur la vidéo de l'anniversaire de notre fils. Je me suis souvenu de ce détail, le gamin qui avait filmé la table et, dans le fond, l'homme assis, ce sac posé à ses pieds. Là, sur la vidéo du voisin, impossible de se tromper. Même couleur, même modèle, même usure sur la sangle. Le voisin a avancé la lecture. On les voit passer devant la porte de son appartement à lui, rire, ma femme qui fouille dans son sac pour trouver ses clés, l'homme qui pose la main sur son épaule. Rien de violent, pas d'effusion, mais une intimité qui ne trompe personne. J'ai senti un truc glacé me traverser le dos. Le voisin a jeté un œil vers moi, il a hésité, puis il a cliqué sur pause. L'image s'est figée sur ma femme, qui regarde l'homme, sourire en coin. Il a soufflé, presque pour s'excuser, je sais que c'est pas très légal, mais tu voulais voir. Oui, je voulais voir. J'en avais besoin. J'ai pris une photo de l'écran avec mon téléphone. Je n'ai pas demandé la permission. J'ai cadré l'horodatage, leurs deux silhouettes, le sac. Clic. C'était la 4e preuve, celle qui me manquait. Je savais déjà au fond. Mais là, je pouvais plus douter, plus me raconter des histoires.
je me suis revue, quelques jours plus tôt, en train de fouiller dans mon historique de mails, de vérifier les tickets de carte bleue, de chercher un truc qui me donnerait un motif raisonnable d'y croire encore. Mais cette image, elle a tout balayé. Je ne voulais pas pleurer devant le voisin. Alors je me suis concentrée sur les détails, la lumière du couloir, la tache sur le mur, la façon que l'homme avait de tenir le sac, comme s'il était chez lui. Le voisin a repris la vidéo, mais j'ai levé la main. J'avais ce qu'il me fallait. Il m'a dit d'une voix basse qu'il avait supprimé les autres fichiers, au cas où, mais qu'il garderait celui-là pour moi, si jamais j'en avais besoin. Je l'ai remercié, sans trop savoir pourquoi. En me relevant, j'ai senti un poids tomber de mes épaules. Pas du soulagement. Non. Juste la certitude. Je n'étais plus dans la supposition, dans le doute qui ronge. J'étais dans le concret. Dans la froideur des faits. En sortant du salon du voisin, j'ai croisé son regard. Il n'a rien dit. Je crois qu'il avait compris que, pour moi, quelque chose venait de basculer. Je n'étais plus le type qui subit. J'avais la preuve, la vraie, pas juste des soupçons. Ce soir-là, j'ai dormi peu. Mais pour la première fois depuis des semaines, j'ai arrêté de chercher. J'avais ce que je voulais. Je savais que, tôt ou tard, tout allait changer. La chambre était plongée dans cette lumière jaune qui annonce le soir, celle qui n'aide ni à dormir, ni à discuter. Ma femme était déjà installée sur le lit, portable en main, jambes croisées sous la couette, comme tous les soirs depuis des semaines. J'ai pris le temps de poser ma montre sur la commode, de retirer mes chaussures lentement. Je m'efforçais de ne rien laisser filtrer. Pas de colère, pas de panique. Juste la fatigue d'une journée banale. Je me suis assis au bord du lit, dos tourné vers elle. Je savais que si je la regardais trop, elle allait sentir que quelque chose avait changé. Ou peut-être que non. Peut-être qu'elle avait l'habitude maintenant. J'ai lancé un simple « Alors, ta journée ?» avec ce ton neutre qu'on utilise pour demander le temps qu'il fait. Elle a continué à scroller sur son écran, sans me regarder. Rien de spécial, réunion ce matin, pause déj avec la collègue, puis j'ai bossé sur le dossier de la formation. L'air de rien, comme si tous les jours se ressemblaient. Je me suis penchée pour attraper le livre qui traînait sur ma table de chevet. Je n'ai même pas cherché à lire, c'était juste pour occuper mes mains. J'ai demandé si la collègue allait mieux, elle m'a dit oui, elle est sortie de l'hôpital, ça va, toujours pas un regard. Je l'écoutais mentir, phrase après phrase, et ce qui me frappait, c'était la facilité. C'était presque une routine, une mécanique bien huilée. Ça m'a glacée. J'ai attendu un silence, puis j'ai lancé, comme si ça n'avait aucune importance. Tu n'as pas eu envie de passer prendre un café, en sortant, il faisait beau aujourd'hui. Elle a hésité une fraction de seconde, j'ai entendu le petit frottement de ses doigts sur l'écran, puis elle a répondu, sans lever les yeux, non. Je suis rentrée direct après le boulot. Trop fatiguée, sa voix était plus douce que d'habitude, comme pour désamorcer un conflit qui n'existait pas encore. C'était là le test. Je me demandais si elle allait tiquer, si elle allait chercher à savoir pourquoi je posais cette question. Mais rien. Elle a reposé son téléphone, s'est tournée vers moi pour attraper la télécommande, et m'a demandé si je voulais regarder un truc. La vie normale, le couple qui s'endort devant une série. Sauf qu'à l'intérieur, tout bouillonnait. Je revoyais la géolocalisation du portable, l'historique du paiement dans ce fameux café près du centre commercial. L'heure exacte 17h18. Le reçu, soigneusement archivé dans ma boîte mail. Le petit logo du café, le montant ridicule, 2 consommations. 2. Pas une. Pas 3. 2. Je me suis forcée à sourire, à rester dans ce rôle du mari détaché. Non, pas envie de télé ce soir. Je vais lire un peu. Elle n'a pas insisté, elle s'est tournée de l'autre côté, dos à moi. J'ai entendu son souffle changer, elle envoyait sûrement des messages, à qui je savais très bien. Le portable vibre, elle rit doucement, un réflexe incontrôlé. Je l'ai observé, dans le reflet du miroir de la porte de l'armoire. Ce petit rire étouffé, je ne l'avais pas entendu depuis longtemps. J'ai senti la tension dans mes épaules, la mâchoire serrée. J'aurais pu la confronter là, tout balancer, sortir le reçu, le relever, la capture d'écran de la géolocalisation. Mais non. Ce n'était pas le moment. Je voulais mesurer. Je voulais voir jusqu'où elle était prête à pousser le mensonge, à quoi ça ressemblait, ce théâtre du quotidien où tout repose sur rien de spécial. Il fallait que je sache, vraiment, ce que ça fait de vivre à côté d'une étrangère, de la regarder mentir, et de se taire.
J'ai fermé le livre sans l'avoir ouvert. Je me suis allongée sur le dos, les yeux rivés au plafond. Dehors, une voiture est passée, les phares ont balayé la pièce. Elle a soupiré, comme si elle sentait que je ne dormais pas. C'est là que j'ai compris, elle pouvait parfaitement dormir, elle, avec tout ça. Moi, je n'en étais pas capable. Pas encore. Mais ça viendrait. Ce soir-là, j'ai pris la mesure exacte de la duplicité. Pas seulement la sienne. La mienne aussi quelque part. Parce que moi aussi, je jouais. Je notais. Je préparais. J'étais prêt à attendre à encaisser. Jusqu'à ce que tout bascule. J'ai refermé la porte de mon bureau derrière moi, doucement sans bruit. La poignée a claqué dans ma paume, et j'ai attendu que le silence retombe. Personne à la maison, juste cette lumière d'automne qui s'étendait en rectangle pâle sur le parquet. J'ai tiré les rideaux à moitié, pas pour cacher ce que je faisais, mais pour couper le monde dehors, le réduire à une rumeur. Je me suis assis à mon bureau, l'ordinateur déjà allumé, et j'ai posé devant moi l'objet récurrent de cette histoire, ce stylo bleu, celui que j'avais trouvé dans la poche de mon manteau, le soir où tout avait basculé. Un banal stylo avec un logo d'hôtel, que je n'avais jamais visité. Un détail, mais il était là depuis le début, témoin muet des trajets cachés de ma femme. Ce stylo, je l'ai tourné entre mes doigts en ouvrant le dossier, preuve que j'avais commencé à alimenter, chaque jour un peu plus, depuis ces dernières semaines. Je n'étais pas à l'aise, mais je n'avais plus peur. C'est étrange ce basculement, il ne s'annonce pas, il ne prévient pas. Il vient quand tout s'aligne, les faits, les mensonges, les silences, et ce besoin physique de ne plus être celui qui subit. J'ai commencé par reprendre la vidéo de l'enfant, celle que j'avais enregistrée discrètement sur mon téléphone. Quelques minutes où il parle, sans comprendre l'importance de ce qu'il raconte, ses phrases sur « l'ami de maman », sur les sorties qui s'éternisent, sur ce fameux hôtel qui revient encore et encore. Je l'ai regardé 2 fois, puis j'ai extrait une séquence clé, là où il nomme l'endroit et donne, sans le vouloir, un alibi différent de celui de ma femme. Ensuite, j'ai rouvert le dossier des captures de vidéosurveillance. Celles récupérées auprès du voisin, qui filme l'entrée de notre immeuble. Un soir de la semaine dernière, on la voit ma femme qui sort, maquillée, pas comme d'habitude, montée dans une voiture qui n'est ni la nôtre, ni celle d'un collègue. La plaque est visible, je l'ai notée. J'ai fait une capture d'écran précise, minute, date, image nette. J'ai joint ce fichier au dossier en le renommant « Sortie non prévue PNG ». J'ai aussi ajouté le reçu bancaire, celui qui prouve qu'elle a payé un dîner pour 2 à l'hôtel, le même soir où elle m'avait juré être chez sa sœur. Le relevé ne ment pas. J'ai recoupé ça avec un mail, celui qu'elle m'avait envoyé à 22h05 ce soir-là, où elle me disait « Je vais me coucher, bonne nuit », alors que le paiement du resto date de 23h12. J'ai ouvert un tableur, listé tous les éléments un par un. La date le fait, la preuve associée. Rien n'était laissé au hasard. J'ai souri, mais d'un sourire froid, mécanique. Toute cette histoire que j'avais subie se mettait en place pièce par pièce. Je ne laissais plus rien au hasard, plus de place pour l'interprétation ou le doute. Juste des faits concrets, vérifiables, recoupés. J'ai créé un dossier compressé, protégé par mot de passe, intitulé dossier final. À l'intérieur, tout était là. Même le stylo bleu, photographié à côté du reçu de l'hôtel pour la symbolique. Ça m'a fait rire un peu. Un stylo comme point de départ d'un engrenage. J'ai ensuite ouvert ma boîte mail, rédigé un message sans destinataire. J'ai commencé par une phrase simple, voici la chronologie des faits, preuve à l'appui, pas de colère, pas de pathos. Juste la vérité brute, froide, prête à être envoyée si besoin. J'ai joint le dossier, vérifié chaque pièce jointe. J'ai relu, corrigé, ajouté quelques phrases pour clarifier certains liens. Le mail est resté en brouillon. Je n'avais pas besoin de l'envoyer. Pas encore. En refermant l'ordinateur, j'ai ressenti ce calme étrange qui précède les décisions irréversibles. Je n'étais plus celui qui attend, qui espère, qui doute. Je n'avais rien dit, rien fait exploser. Mais tout pouvait partir d'un simple clic, désormais. Le pouvoir, je l'avais. Pas pour détruire, juste pour mettre fin à cette mascarade, quand je le déciderais. Le contrôle, enfin. La salle à manger était pleine, comme à chaque fois qu'on décide de célébrer quelque chose en famille. Ce soir-là, c'était l'anniversaire du plus petit, alors on avait sorti la nappe colorée, les bougies, les bonbons qui collent aux doigts, et sur la table, bien en évidence, la fameuse boîte de feux d'artifice.
Elle était là, entre la carafe d'eau et le gâteau, presque banale mais impossible à ignorer pour moi. J'avais soigneusement choisi cette boîte, la veille, en prévision de la soirée, et j'avais tenu à la poser moi-même. C'était devenu un objet récurrent, à la fois prétexte et rappel silencieux de ce que j'observais, de ce qui couvait sous la surface. Les enfants piaillaient, impatients de faire exploser la nuit, ma femme s'affairait à servir les parts, et le voisin, invité parce que, ça ne se fait pas d'ignorer les gens du palier, était assis à côté de moi. Il souriait trop, à mon goût, lançant des blagues sans relief, attrapant chaque occasion de parler fort. Je remarquais qu'il se penchait parfois vers ma femme, comme pour lui glisser un mot à l'oreille, mais elle gardait une distance polie. Rien de visible, rien d'accusateur, mais je sentais ce courant d'air, ce petit flottement. À un moment, quand la lumière a baissé d'un cran et que les enfants avaient la bouche pleine de gâteaux, j'ai pris la parole. J'ai gardé un ton neutre, presque détaché. Alors ce soir, on fait tout péter dans le jardin. J'espère que personne n'a prévu de se garer sur le parking, pas comme la dernière fois. J'ai regardé ma femme droit dans les yeux en disant ça. Le voisin a relevé la tête, un peu surpris, mais il s'est contenté de rire, croyant sans doute à une blague. Ma femme, elle, a posé la spatule. Son visage s'est fermé, un millième de seconde, mais j'ai vu le pli sur son front. C'était subtil, mais je savais lire ses signaux. Elle a juste répondu, très calme, non, on n'a rien prévu dehors ce soir. J'ai hoché la tête, puis j'ai rajouté, toujours sur le même ton, parce que parfois, on croise des voisins sur le parking tard, tu sais. On se demande ce qu'ils font là. Le voisin a voulu intervenir, genre, oh, moi je sors le chien, hein, mais sa voix était moins assurée. Les enfants n'écoutaient pas, trop occupés à se disputer la dernière fraise tagada. Moi, je m'amusais à faire tourner la boîte de feu d'artifice entre mes mains, la faisant glisser de droite à gauche, comme si je cherchais le bon angle pour la poser. La tension montait, mais personne n'osait la nommer. Je sentais que ma femme comprenait exactement de quoi il s'agissait. Elle m'a lancé un regard, mi-exaspéré, mi-inquiet, le genre de regard qui veut dire pas ici, pas devant eux, mais je n'ai rien dit de plus. Le voisin, lui, a changé de posture. Moins à l'aise, il a croisé les bras, s'est reculé sur sa chaise. Il a jeté un œil à la boîte, puis à moi, comme s'il venait de réaliser qu'il n'était pas seulement un invité de courtoisie ce soir-là. Ma femme a tenté de relancer la conversation, évoquant le spectacle de l'an dernier, mais le naturel n'y était plus. Je la laissais faire, notant le tremblement dans sa voix, le petit décalage. Je savais qu'elle savait. Et elle savait que je savais. Dans tout ce théâtre, je gardais le contrôle. Pas d'éclat, pas de colère. Juste cette allusion, assez directe pour briser une frontière, assez floue pour rester niais si besoin. J'ai vu à ce moment précis que la soirée venait de basculer. Les rôles s'étaient déplacés d'un cran. Le voisin, qui n'avait rien vu venir, avait perdu sa place de complice discret pour devenir un élément perturbateur, pris à témoin malgré lui. Les enfants, eux, n'ont rien remarqué heureusement. Mais la fête pour les adultes venait de changer de couleur. La boîte de feu d'artifice n'était plus simplement un accessoire de la fête, c'était la mèche, le rappel que tout peut exploser d'un instant à l'autre. Je me suis levée avant elle ce matin-là. J'ai traîné exprès, vidé le lave-vaisselle, ouvert les volets, fait couler le café. La boîte de feu d'artifice était déjà sur la table, à côté du grille-pain. Je l'avais posée là, bien en vue, comme une invitation muette. Elle est descendue sans bruit, les cheveux tirés vers l'arrière, le visage fermé. D'habitude, elle dit bonjour, même dans les jours froids entre nous. Ce matin, rien. Juste un regard rapide vers la boîte, puis vers moi. J'ai senti un minuscule recul, comme si elle hésitait à s'asseoir. Je me suis concentrée sur le café, versé dans nos 2 tasses, posé la sienne devant sa place. Elle ne s'est pas assise tout de suite. J'ai pris la boîte, l'ai tournée entre mes mains. Tu te souviens de ça, silence. Elle a haussé les épaules un peu trop vite. C'est vieux, non, arrête avec tes trucs. J'ai ouvert le couvercle, sorti lentement le reçu du magasin, celui qui portait la date du 24 décembre, 19h13. Elle a regardé l'objet, puis moi sans rien dire. J'ai posé le reçu sur la table, bien droit. Tu m'as dit que tu étais chez ta sœur, ce soir-là. Mais là, c'est ton code fidélité sur le ticket, j'ai gardé la voix basse presque neutre. Elle a soufflé agacée. Je t'ai dit que je lui avais pris des trucs pour le dîner. Tu vois, tu cherches toujours à tout compliquer. J'ai attrapé mon portable, sorti la capture d'écran de la géolocalisation de son téléphone.
Ça, c'est un truc que j'ai appris à faire après la première alerte. Je lui ai montré l'écran, la trace qui s'arrêtait devant chez un voisin, pas chez sa sœur. Explique-moi comment tu fais pour être à deux endroits en même temps. Elle a levé les yeux au ciel, exactement comme quand elle ment pour de petites choses. Tu te fais des films. Tu devrais arrêter, ça devient malsain. J'ai laissé passer quelques secondes. Je savais qu'elle allait sortir cette phrase, c'est presque devenu un running gag, ne te fais pas de film. La première fois, ça m'avait blessé. Là, ça m'a juste confirmé que j'étais sur la bonne piste. J'ai posé devant elle un mail imprimé, celui qu'elle avait envoyé à son amant. Rien de très explicite, mais la date, l'heure, la tournure, trop hâte de voir le feu ce soir, ça va être explosif. J'ai pointé le mot feu du doigt sans rien dire. Elle a blêmi. Un vrai changement physique, pas juste de la gêne. Elle a commencé à parler plus vite, à accumuler les justifications. C'est une blague, arrête, tu me fais peur avec tes sous-entendus. Je n'ai pas répondu, je me suis contentée d'aligner la boîte, le reçu, la capture d'écran, le mail, comme un jeu de dominos. Elle a tendu la main vers la boîte, je l'ai repoussée doucement. On va arrêter de faire semblant. C'est là qu'elle a commencé à trembler. Tout le contrôle, toute la certitude froide qu'elle avait depuis des semaines, tout s'est fissuré d'un coup. Elle a murmuré presque pour elle-même, « Tu ne comprends rien ». J'ai souri sans chaleur. Rappelle-toi ce que tu me disais toujours, ne te fais pas de film. Là, c'est toi qui joues un rôle, pas moi. Elle a voulu se lever, je l'ai retenue du regard. On va finir cette conversation ici maintenant. J'ai gardé la voix basse, mais je savais que cette fois, elle m'écoutait vraiment. Le téléphone a vibré sur la table. Un message de la sœur de ma femme, qui proposait de passer pour voir si tout allait bien. J'ai lu le message à voix haute, sans commentaire. Elle a baissé la tête, incapable de soutenir mon regard. J'ai senti que le récit venait de basculer. Ce n'était plus moi qui doutais, qui cherchais des indices. C'était elle qui ne savait plus quoi dire, piégée dans ses propres contradictions. La confiance, ce n'était même plus le sujet. Juste l'évidence froide devant nous deux. J'ai rangé les preuves dans la boîte, une à une, sans la quitter des yeux. Elle n'a pas protesté. Pour la première fois depuis longtemps, c'est moi qui avais la main. J'ai compris que, quoi qu'il arrive ensuite, la version officielle venait de tomber. Je suis restée debout dans le salon, appuyée contre la commode, le dossier du fauteuil entre les mains, sans vraiment regarder autour de moi. Dans la pièce, il y avait cette odeur de fin d'après-midi, un mélange de lessive, de poussière, de bois ciré. Ma femme avait arrêté de parler, elle s'était repliée sur elle-même, assise raide sur l'accoudoir du canapé, les bras croisés, le visage fermé. Je n'avais plus rien à ajouter. Je crois qu'on avait dépassé les mots, ou alors les mots ne servaient plus à rien. On n'était plus dans la dispute, ni même dans la justification. C'était autre chose, une sorte de calme plat, celui d'après l'orage, mais sans l'apaisement. La sonnette a retenti, brisant le silence. J'ai jeté un œil vers la porte, sans bouger. C'est elle qui s'est levée, comme en réflexe, mais je l'ai arrêtée d'un geste. J'ai ouvert moi-même. C'était le voisin, celui d'en face. Il avait l'air embêté, mais pas surpris. Il m'a lancé un regard rapide, puis son regard a glissé derrière moi, vers ma femme. Il n'a pas eu besoin de parler fort, à travers la porte entr'ouverte, on entendait déjà les voix des enfants dehors, qui s'impatientaient, qui réclamaient leur mère. Le voisin a juste dit, ils commencent à tourner en rond, il demandait après vous. Sa voix était neutre, mais je sentais qu'il avait compris, qu'il savait que quelque chose de grave venait de se passer. Il a laissé passer un silence, puis il a ajouté, un peu plus bas, je leur ai dit que ça allait, mais peut-être que vous devriez venir. Il n'a pas insisté, il s'est contenté de me fixer droit dans les yeux. Ce petit échange, c'était comme une validation muette, une façon de dire, je vois, je ne juge pas, mais je sais. Ma femme s'est levée d'un bond, sans me regarder. Elle a attrapé son sac, a vérifié d'un geste machinal la présence de ses clés, et elle a contourné le voisin sans un mot. J'ai entendu ses pas précipités dans l'escalier, puis la porte d'entrée qui claque. Un silence un peu gênant a flotté dans l'appartement. Le voisin est resté une seconde, a hésité à partir. Il m'a lancé un regard, à la fois compatissant et lucide. Il savait pertinemment que le quartier n'allait pas tarder à parler. Ici, rien ne reste jamais vraiment secret très longtemps. Entre les enfants qui sentiraient le malaise, les allées et venues inhabituelles, les visages fermés, les bribes de disputes qui filtraient malgré nous à travers les murs, il n'en fallait pas plus.
Il a marmonné, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis là, j'ai acquiescé, pas vraiment pour accepter son aide, mais pour signifier que j'avais entendu, que j'avais compris. Il a refermé la porte derrière lui, doucement, presque avec respect. Je me suis retrouvée seule. Le salon paraissait plus grand, ou peut-être juste plus vide. Sur la table basse, il y avait encore la tasse de café qu'elle avait laissée, à moitié pleine, l'anse tournée vers la porte. J'ai repensé à ce geste, toujours le même, cette habitude qu'elle avait de disposer les objets autour d'elle comme pour marquer son territoire. Je me suis assis d'un coup sans réfléchir. J'ai pris mon téléphone, pas pour appeler quelqu'un, juste pour vérifier l'heure. Je ne savais même pas quoi faire maintenant. Je savais seulement que quelque chose était terminé. La séparation, je l'avais décidée là, dans ce silence, devant un voisin qui n'aurait rien dit mais qui savait tout. Il n'y aurait plus de retour en arrière. Je ne ressentais pas de soulagement, ni même de tristesse. Juste une fatigue immense, comme si mon corps venait de lâcher prise après des mois de tension. J'ai laissé mon regard dériver vers la fenêtre, là où dehors les enfants devaient déjà courir, inconscients de ce qui venait de s'effondrer à l'intérieur. La rumeur allait circuler, bien sûr, elle avait déjà commencé à circuler, peut-être même avant que nous, on réalise vraiment ce qui se passait. Mais à ce stade, je m'en fichais. Ce qui comptait, c'était que j'avais acté la rupture. Je n'avais plus à prouver ni à cacher. C'était fini. Je suis resté longtemps assis à mon bureau, sans chercher à meubler le silence. Les preuves, toutes ces pièces que j'avais collectées, je les ai rangées méthodiquement dans un dossier à fermeture sécurisée. Capture d'écran relevée, échange de mails imprimés, tout y est. Pas pour la vengeance, ni même pour le plaisir amé de la démonstration, mais parce qu'il fallait verrouiller. Je me suis connecté au site du cabinet d'avocats recommandé par la collègue du service juridique, pris rendez-vous en ligne, rempli la fiche avec une froideur administrative qui ne ressemblait pas à ce que j'avais vécu ces derniers mois. J'ai sorti les documents officiels, actes de propriété, livrets de famille, attestations diverses et commencé à les relire, une pile à gauche pour ce qui concerne la maison, une à droite pour ce qui touche aux enfants. La boîte de feux d'artifice, celle qu'on allumait chaque 14 juillet, traîne vide dans un coin du bureau. Je l'ai gardée là sans y toucher, presque comme un rappel ironique. Tout ce qui devait éclater a fini par exploser, mais pas comme je l'imaginais. Je n'ai pas cherché à la jeter. La séparation est enclenchée, plus rien ne dépend de l'autre côté. On va devoir discuter pour les enfants, pour la maison, pour les apparences. L'image publique, celle du couple sans histoire, a pris l'eau en une nuit. Les messages du voisin sont restés sobres, mais il a proposé d'être là si besoin, témoin discret, jamais intrusif. C'est étrange comme les rôles se redistribuent, je ne suis plus le mari trompé, mais le type qui a tout vu venir, qui a agi sans bruit. Les conséquences sont là concrètes. Rien ne sera jamais comme avant, et c'est peut-être aussi bien. Je suis dans mon nouvel appartement. C'est plus petit, moins lumineux, mais j'ai choisi chaque meuble, chaque tasse. On est samedi, j'entends le bruit de la rue en bas, ce qui me rassure bizarrement. J'ai posé une nappe en papier sur la table, quelques assiettes en plastique, ça fera l'affaire. Les enfants sont dans leur chambre, ils bricolent une banderole avec des feutres, ils chuchotent, ils rigolent. De mon côté, je prépare le gâteau. Rien de compliqué, juste un 4/4. J'ai acheté une toute petite boîte de feux d'artifice, cette fois c'est moi qui ai choisi, pas la grande boîte chère qu'on exhibait pour impressionner, non. Simple suffisant. L'objet récurrent, cette boîte, est posée là sur le comptoir. Avant, je la regardais avec un mélange de colère et de tristesse, comme si elle contenait la liste de tout ce que j'avais raté à voir, tout ce qu'on me cachait. Maintenant, je la vois différemment. Je l'ai choisie moi. Je n'ai pas laissé quelqu'un d'autre décider, ni mentir sur ce qu'elle contient. Je me dis que la prochaine fois que quelqu'un me dira « Ne te fais pas de film », je sourirai poliment, mais je vérifierai quand même. Pas par paranoïa, mais par respect pour moi-même. Je ne veux plus détourner les yeux sous prétexte que ça dérange ou que c'est plus simple. Je veux rester lucide, quitte à être seule parfois. Les enfants arrivent, ils veulent allumer les feux d'artifice. Je les accompagne dehors, on les regarde ensemble, c'est modeste, mais c'est à nous. Pas de grands discours, pas de mensonges. Juste la vérité, même si elle fait mal. J'ai perdu beaucoup, mais j'ai gardé l'essentiel, ma capacité à ne plus me raconter d'histoire. Si vous êtes encore là, c'est que vous savez à quel point tout ça peut basculer vite.
On se croit lucide, mais en vrai, on laisse passer des détails. Des petits trucs qui paraissent anodins, un badge oublié sur la table, un SMS effacé trop vite, un ticket de caisse qui ne colle pas avec l'emploi du temps. Ce sont ces détails qui m'ont réveillée. Je ne dis pas qu'il faut devenir parano, mais franchement, l'aveuglement fait beaucoup plus de dégâts que la vérité, même froide. Gardez les yeux ouverts, notez ce qui ne colle pas, ne vous excusez pas de vouloir comprendre. La confiance, c'est bien, mais c'est pas une raison pour se laisser manipuler. Je vous pose la question, est-ce qu'il y a un détail qui vous a déjà mis la puce à l'oreille, même si vous avez préféré ne pas le voir sur le moment? Racontez en commentaire, ça peut aider d'autres à se sentir moins seuls. Pensez à vous abonner, à like, les 100 premiers likes en 24 heures changent vraiment la portée de la vidéo, ça la montre à ceux qui en ont besoin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.